Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée aux moteurs et aux actionneurs. Tout d'abord, nous allons faire un rapide rappel sur les différentes forces électromécaniques qui permettent donc de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique, les principaux moteurs, quelques exemples d'actionneurs et pour terminer, les aimants permanents. Les forces électromécaniques. Nous avons tout d'abord les forces électromagnétiques, les forces piézoélectriques, les forces électrostatiques, également les forces magnétostrictives, mais dont l'usage en pratique est vraiment très peu fréquent. Les forces électromagnétiques, comme nous avons vu dans les lois fondamentales, si nous avons deux conducteurs de longueur L, espacés d'une distance R, parcourus respectivement par un courant I1 et un courant I2, la force s'exerçant sur ces conducteurs s'exprime à l'aide de cette expression. Notons au passage que la force est inversement proportionnelle à la distance séparant les deux conducteurs et proportionnelle à la longueur de ces conducteurs. Si nous avons un conducteur parcouru par un courant I, en se plaçant à la distance R, on peut déterminer le champ magnétique à l'aide de cette relation. En combinant les deux relations précédentes, nous pouvons dire que si un conducteur est parcouru par un courant I lorsqu'il est plongé dans un champ magnétique B, alors on a une certaine force qui s'exerce sur ce conducteur qui s'exprime par le produit du courant, par la longueur, par le champ magnétique. Les forces piézoélectriques. Certains types de matériaux, que l'on nomme piézoélectriques, ont une structure cristalline asymétrique. C'est-à-dire que si on les déforme au point de vue mécanique, on aura l'apparition d'un champ électrique à l'intérieur de la matière. Et c'est un phénomène qui est réversible. Autrement dit, le fait d'appliquer une tension sur le matériau va provoquer une déformation. Troisième type de force, les forces électrostatiques, qui elles aussi sont basées sur les lois fondamentales, dans lesquelles nous avons vu que deux charges électrostatiques s'attirent ou se repoussent suivant leur polarité. Si on prend deux surfaces conductrices, espacées d'une distance d, chargées à une tension U, on forme un condensateur dans lequel on accumule des charges et ces charges vont s'attirer et la force peut être exprimée à l'aide de la formule suivante. Le principal problème réside ici dans le fait que la force dépend en inverse de la distance à la puissance 4. C'est donc une relation très non linéaire. Autrement dit, la force devient extrêmement faible dès que la distance entre les plaques s'accroît. Le premier type de moteur, le plus simple dans son principe de fonctionnement, est le moteur asynchrone. Il est composé de 3 bobinages alimentés par un système triphasé. Pour rappel, donc, le système triphasé est composé de 3 tensions d'amplitude égale, de fréquence égale, mais de déphasage égal à 120 degrés pour chacune des 3 phases. Lorsqu'on alimente ce qu'on appelle le stator à l'aide du régime triphasé, on va générer un champ magnétique qui s'alignera tantôt sur une bobine, lorsqu'on passe par le maximum de tension sur U2 par exemple, puis le maximum passera dans l'axe de U1 et pour terminer dans l'axe de U3. On crée donc un champ magnétique tournant à l'intérieur de la structure et la fréquence de rotation du champ magnétique dépend de la fréquence que l'on applique sur les 3 bobines. Si maintenant on intègre une pièce appelée le rotor, composée également d'un bobinage, mais qui est court-circuité, le champ magnétique généré par le stator va générer un courant dans le rotor. Ce courant à son tour va générer un champ magnétique qui aura tendance à s'aligner sur le champ magnétique généré dans le stator. Le rotor va donc se mettre en mouvement à une vitesse de rotation proportionnelle à la fréquence d'alimentation du stator. En ce qui concerne les caractéristiques mécaniques de ce genre de moteur, le couple évolue en fonction de la vitesse de la façon suivante et on peut distinguer 3 phases. Tout d'abord une phase dans laquelle le moteur fonctionne véritablement comme convertisseur d'énergie électrique mécanique,
Un autre domaine dans lequel le moteur va fonctionner comme une génératrice, donc comme un alternateur, et un troisième domaine où le moteur va fonctionner comme frein. En résumé, le moteur asynchrone présente une vitesse d'entraînement approximativement constante définie par la fréquence du réseau. Il est utilisé dans le domaine des machines-outils, dans le domaine de la ventilation, dans le domaine du pompage et dans le domaine de la faible puissance, on l'utilisait dans les anciens tourne-disques. On voit ici l'illustration d'un tel moteur. Le moteur synchrone est basé exactement sur la même structure. La seule différence est que le rotor est alimenté par une tension constante. Il n'est donc pas mis en court-circuit comme dans la version asynchrone. Cette tension va donc générer un courant dans ce bobinage qui va également générer un champ magnétique. Ce champ magnétique, lui, est constant. Il aura tendance, comme dans la version précédente, à s'aligner avec le champ magnétique tournant généré dans le stator. La seule différence ici est que la vitesse de rotation est rigoureusement constante et dépend directement de la fréquence d'alimentation. Ce genre de moteur est utilisé pour le pompage, utilisé également dans certains types de voitures électriques, dans les ascenseurs. Notons au passage qu'un moteur triphasé peut très bien être utilisé en monophasé en utilisant le schéma suivant. On ajoute un condensateur qui permet d'alimenter la troisième phase, l'inversion du neutre et de la phase permettant de changer de sens de rotation sur le moteur. La valeur de la capacité, lorsqu'on travaille sous 230 volts à 50 Hz, peut se calculer approximativement à l'aide de cette formule où on donne la puissance en watts et on obtient la capacité en farad. Le condensateur utilisé ici doit obligatoirement être un condensateur prévu pour ce genre d'utilisation. Le moteur à courant continu présente une structure un petit peu plus complexe dans le sens qu'on a ici un système composé d'un collecteur et de balais qui permettent d'alimenter successivement l'une des trois bobines. Dans l'exemple ici, on voit que cette bobine est directement alimentée par la tension U, les deux autres bobines étant alimentées en série, donc vont générer un champ magnétique nettement moins important que le champ magnétique régnant dans cette bobine ici. Ce champ magnétique aura tendance à s'aligner avec le champ magnétique produit par le stator, donc la bobine va pivoter. En pivotant, elle va faire tourner le collecteur qui aura pour effet d'alimenter une autre bobine. On le voit ici, cette bobine du coup vient être alimentée, elle pivote et pivotant, elle aura tendance à faire alimenter cette bobine et ainsi de suite. Le système se met en rotation. Le couple d'un moteur à courant continu est directement proportionnel au courant qui traverse le moteur et le facteur de proportionnalité s'appelle la constante de couple. Cette constante est donnée par le fabricant du moteur. La vitesse est proportionnelle à la tension que l'on applique aux bornes du moteur et également au couple. La constante utilisée ici, donnée également par le fabricant, s'appelle la constante de vitesse. Graphiquement, nous obtenons la chose suivante. Ici les vitesses, le couple, lorsqu'on est à vide, un couple nul, la vitesse est directement proportionnelle à la tension d'alimentation. Et lorsqu'on est à vitesse nulle, c'est-à-dire le moteur bloqué, on obtient un couple maximum. Donc également un courant maximum à l'intérieur du moteur. Les moteurs à courant continu peuvent également être utilisés sous 50 Hz. On les trouve dans le domaine de l'électroménager notamment. On les trouve également dans le domaine de la traction. Un exemple dans le domaine du jouet. On voit très bien les deux aimants permanents, le palier réalisé de façon extrêmement simple, sans roulement. Le rotor composé des bobinages et des pièces ferromagnétiques, ainsi que du collecteur qui permet la distribution de l'électricité sur les différents bobinages. Les balais sont ici également d'une version extrêmement simple, puisqu'il s'agit de deux lames de ressort qui viennent en contact avec le collecteur. Le moteur à courant continu
présente l'inconvénient d'avoir un rendement relativement mauvais. Ceci est surtout dû au frottement que l'on a entre les balais et le collecteur. Ce frottement génère en plus un bruit audio et également passablement de perturbations au niveau électromagnétique. On lui préfère donc de plus en plus le moteur que l'on appelle brushless, c'est-à-dire sans balai, qui présente la structure suivante. On retrouve les aimants permanents et une structure avec 3 bobines qui, elles, sont reliées entre elles. Une électronique permet d'alimenter les 3 bobines. Il est évident qu'on ne peut pas alimenter les 3 bobines avec un câble si on fait tourner les bobines, et on ne veut pas remettre un collecteur puisque c'est évidemment la pièce qu'on souhaite éliminer. Donc on change de principe et plutôt que d'avoir le stator sur les aimants, on choisit d'avoir le stator au niveau des bobinages. Et c'est les aimants qui vont fonctionner en tant que rotor. On alimente les 3 bobines à l'aide de l'électronique pour générer un champ magnétique tournant et les aimants vont s'aligner sur le champ magnétique tournant. On n'a donc plus de pièces mobiles qui doivent transférer l'énergie électrique sur les bobinages. Le moteur brushless présente les mêmes caractéristiques que le moteur continu. Il est cependant plus performant, génère moins de bruit. Il est utilisé dans le domaine des ventilateurs pour les PC, dans les lecteurs de DVD, de CD et disques durs. Il est également utilisé dans le domaine des véhicules électriques. Voici l'exemple ici d'un stator, d'un moteur brushless. On note l'alimentation électrique ici à droite. Le rotor composé des différents aimants. Le tout assemblé. À noter que la partie arrière ici est en rotation. C'est le rotor, on ne peut donc pas fixer le moteur sur cette partie ici, on est obligé de le fixer sur la face avant. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une vitesse, mais dans certains cas, on préfère avoir une position. On a donc réalisé ce qu'on appelle des moteurs pas à pas, dont la structure est toujours basée sur un système à 3 bobines, ou plus, avec un aimant permanent, et une électronique qui permet d'alimenter successivement les 3 bobines. Si dans un premier temps, on suppose qu'on alimente la bobine U3, l'aimant va s'aligner avec l'axe de la bobine et rester dans cet état tant qu'on alimente la bobine U3. Si maintenant on alimente la bobine U2, l'aimant va s'aligner avec U2 et reste également dans cet état tant qu'on alimente la bobine U2. Donc on n'a plus un système dont la vitesse de rotation est définie par la partie électrique, mais cette fois-ci, c'est la position qui est déterminée par la partie électrique. On parle donc de moteur pas à pas. On a donc un déplacement incrémental. L'utilisation de ces moteurs se fait dans le domaine de l'affichage, les montres, dans certains types de commandes de servomoteurs, également dans le réglage. Dans le domaine horloger, la réalisation est un peu différente puisque pour des raisons d'encombrement et de coût, les 3 bobines utilisées donnent une solution trop volumineuse. On a donc un seul bobinage avec une pièce ferromagnétique qui présente une asymétrie. L'aimant permanent se place ici à l'intérieur de la pièce ferromagnétique et il aura tendance naturellement, en absence de courant dans le bobinage, à s'aligner dans cet axe ici. Il présente donc 2 positions stables, une fois avec le nord orienté vers la droite, une fois avec le nord orienté vers la gauche. Lorsqu'on alimente le moteur, avec une tension U, un certain courant va s'établir dans le bobinage, donc un champ magnétique va s'établir à l'intérieur de la pièce ferromagnétique. L'aimant aura tendance à s'orienter dans l'axe du champ magnétique. Par contre, lorsque l'on supprime la tension U, la position de l'aimant ici est une position instable et l'aimant va pivoter pour revenir dans la position stable. On a donc fait un demi-tour sur l'axe de l'aimant. En inversant la tension maintenant, on inverse le sens du champ magnétique, donc l'aimant va donc se positionner de façon inverse à l'état précédent. C'est toujours une position instable et lorsque l'on supprime la tension, l'aimant revient dans sa position stable. On a donc un moteur pas à pas
qui effectue chaque fois un demi-tour. Quelques exemples de réalisation. Un moteur horloger pour une pendule avec le bobinage ici, la pièce ferromagnétique et l'aimant permanent ici. Et dans la version horlogère, le bobinage, la pièce ferromagnétique qui est cachée sous la pièce de PCB avec le moteur, l'aimant permanent qui va entraîner les différents rouages de la montre. Les actionneurs. Nous allons voir tout d'abord un cas particulier d'actionneurs qui sont les haut-parleurs, ensuite quelques exemples d'actionneurs, puis pour terminer, les aimants permanents. Les haut-parleurs peuvent être classés en différentes catégories. Tout d'abord les haut-parleurs de type électromagnétique, les haut-parleurs de type électrostatique, puis les haut-parleurs de type piézoélectrique. Le haut-parleur électromagnétique est constitué d'une bobine solidaire de la membrane du haut-parleur. Cette bobine est plongée dans un champ magnétique généré par deux aimants permanents. Lorsqu'on applique une tension sur ce bobinage, tension qui vient de l'ampli audio, on aura un courant qui circule à l'intérieur du bobinage, ce qui va générer une force sur la bobine qui est mobile, qui va donc pouvoir se déplacer et ce faisant déplacer la membrane. La membrane va pousser l'air ambiant de façon à créer une surpression, ce qui va générer une onde sonore. Au point de vue pratique, il faudrait que la membrane soit la plus grande possible, soit la plus légère possible et la plus rigide possible également. Ces trois contraintes sont posées. On n'arrive généralement pas à faire de bons haut-parleurs qui couvrent toute la gamme audio. On préfère donc faire des haut-parleurs dont certains sont spécialisés pour les basses fréquences, ordre de grandeur quelques dizaines de Hertz à quelques centaines de Hertz, d'autres haut-parleurs destinés pour les moyennes fréquences, de l'ordre de quelques centaines de Hertz à quelques kilohertz, et un dernier type de haut-parleur spécialisé pour les hautes fréquences, de l'ordre de quelques kilohertz à quelques dizaines de kilohertz. Un système de filtre électrique permet d'aiguiller le signal audio sur ces trois types de haut-parleurs. La réalisation finale peut prendre cet aspect ici, où on voit le haut-parleur de basse, le haut-parleur pour les médiums et le haut-parleur pour les aigus. Une autre version de haut-parleur est le haut-parleur électrostatique. On a tout d'abord un grillage, une membrane suspendue au-dessus du grillage et pour terminer, un deuxième grillage. Le tout étant branché au point de vue électrique de la façon suivante, on a une tension d'alimentation de polarisation de l'ordre de plusieurs centaines de volts et le signal audio est appliqué de façon différentielle sur les deux grillages. Les forces électrostatiques permettent de mettre en mouvement la membrane qui va donc mettre en mouvement l'air ambiant et générer une onde sonore. Voici un exemple de réalisation pratique. Notons au passage qu'il s'agit de haut-parleurs réservés aux applications haut de gamme. L'ordre de grandeur est plusieurs milliers de francs pour une paire de haut-parleurs. Et à ceci, il faut encore ajouter le haut-parleur de basse, puisque ce genre de haut-parleur est plus spécifiquement fait pour transmettre les aigus et peu efficace pour les basses fréquences. Une dernière solution est d'utiliser la piézoélectricité pour réaliser un haut-parleur, puisque lorsqu'on applique une tension sur un dispositif piézoélectrique, on a une déformation, donc un déplacement sur la face du piézoélectrique qui va générer une onde acoustique. Voici un exemple d'haut-parleur piézoélectrique. Concernant les actionneurs, tout d'abord nous allons voir les électroaimants, quelques types d'actionneurs linéaires. L'électroaimant est composé d'un bobinage, d'une pièce ferromagnétique qui est mobile à l'intérieur du bobinage et qui est placée de façon asymétrique par rapport au bobinage. Lorsqu'on alimente le bobinage à l'aide d'une tension, un certain champ magnétique sera généré à l'intérieur du bobinage et la pièce ferromagnétique va s'aligner de façon à être symétrique par rapport au bobinage. C'est le principe de l'électroaimant.
La force est approximativement proportionnelle au carré du courant et la force reste relativement constante lors du déplacement. Différents exemples d'électroaimants. Tout d'abord cette version sur laquelle on peut accrocher une pièce mécanique ici, qui sera tirée lors de l'alimentation du bobinage. Une autre version avec un ressort de rappel, typiquement pour une gâche électrique. Ou une version rotative, donc il ne s'agit pas d'un moteur qui va se mettre à tourner, mais simplement de l'axe qui va pivoter d'un certain nombre de degrés en fonction de l'alimentation électrique. Les actionneurs linéaires sont généralement commandés à l'aide de moteurs pas à pas, sont utilisés dans le domaine de l'entraînement. Voici un premier exemple avec une vis sans fin. Une autre version de type plus industriel où les deux parties sont actionnées à l'aide de moteurs pas à pas. Un troisième exemple ici avec un moteur pas à pas de type rotatif qui permet le déplacement de la table ici. Donc on a le déplacement sur un axe. On peut bien évidemment réaliser une structure XY en ajoutant encore un élément sur la partie mobile ici. Pour terminer les aimants, tout d'abord les différents types d'aimants peuvent être constitués de fer, de cobalt, de nickel, de terres rares. Quelques exemples, la magnétite qui est le premier aimant que l'on ait découvert. Ensuite, les ticonales, composés d'aluminium, de nickel et de cobalt. Les ferrites, les aimants au platine-cobalt, les aimants au samarium-cobalt, et plus récemment, les aimants au néodyme-fer-bore, qui sont actuellement les aimants permettant de stocker la plus grande quantité d'énergie magnétique sous le plus faible volume. Les caractéristiques importantes des aimants sont tout d'abord leur magnétisation, autrement dit leur rémanence ou l'induction magnétique exprimée en Tesla, le champ coercitif, c'est-à-dire le champ utilisé pour la magnétisation, la température de Curie, qui détermine la température à partir de laquelle la magnétisation disparaît, et surtout l'énergie magnétique par unité de volume. Lorsqu'on place un aimant sur une pièce ferromagnétique, l'élément va coller sur la pièce magnétique et on peut approximativement calculer la force nécessaire à l'arrachement de l'aimant à l'aide de la formule suivante. La force est donc proportionnelle à l'induction magnétique élevée au carré, proportionnelle à la surface de contact entre l'aimant et la pièce ferromagnétique.